La saga des hommes-dieux. Par Philippe José Farmer. Le faiseur d'univers. Roman traduit de l'anglais par Michel Deutsch. Chapitre 15. Il leur fallut 1 mois pour parvenir au pied du monolithe d'Uzvil-Navava. Ils étaient sur la bonne route, c'était incontestable. Ils le savaient. La rumeur publique disait que les Goa'uld étaient passés par là, et ils avaient même parlé avec des personnes qui les avaient aperçus de loin. « Je ne sais pas pourquoi ils se sont tellement éloignés de la trompe, » dit Wolf. « Ils ont peut-être l'intention de se cacher dans une grotte de la montagne pour revenir quand tout sera calmé et qu'ils seront un peu oubliés. » À moins que le Seigneur ne leur ait ordonné de commencer par lui amener Kikaha. Kikaha le nargue depuis si longtemps que la seule pensée de ton ami doit suffire à lui faire perdre la tête. Il n'est pas impossible qu'il veuille s'assurer de sa personne avant de lancer à nouveau ses Goa'uld à la recherche de la trompe. Wolf admit que l'hypothèse de Chryséis était peut-être fondée. Il n'était même pas exclu que le Seigneur ne quitterait pas sa résidence pour descendre à l'aide des cordes utilisées par les Goa'uld pour gagner ce niveau. Toutefois, ce n'était guère probable, car on imaginait mal que le Seigneur pût courir le risque d'un échec. Comment serait-il sûr que les Goa'uld le remonteraient? Wolf leva les yeux vers le d'Uzvil-Navava, large comme un continent, immense dans le ciel. Selon Kikaha, il était pour le moins 2 fois plus haut que le monolithe Abar Plunta, qui servait d'assise au pays de Drachland. Il s'élevait à 18 000 mètres au bas mot, et les créatures qui hantaient ses contreforts, ses gorges et ses grottes, étaient aussi nombreuses, aussi affamées et aussi effrayantes que celles des autres monolithes. Le d'Uzvil-Navava était criblé d'infractuosités, hérissé d'arêtes, couturé de balafres. Une énorme crevasse s'ouvrait dans sa paroi tourmentée, semblable à la bouche sombre et béante d'un géant, prêt à dévorer les audacieux qui oseraient venir l'importuner. Chryséis frissonna à la vue de ces sauvages promontoires d'une incroyable hauteur, mais elle ne dit rien. Il y avait déjà longtemps qu'elle avait renoncé à exprimer ses frayeurs à haute voix. Peut-être, songeait Wolf, parce qu'elle était détachée d'elle-même et se concentrait exclusivement sur la vie qu'elle portait dans son sein. Il était convaincu qu'elle était enceinte. L'entourant de son bras, il l'embrassa et dit « J'aimerais que nous nous mettions en route tout de suite, mais il nous faut plusieurs jours pour faire nos préparatifs. Nous ne nous lancerons pas à l'assaut de ce monstre avant de nous être restaurés et d'avoir assemblé suffisamment de ravitaillement. » 3 jours plus tard, habillés de solides vêtements de cuir, chargés de cordes, d'armes, de matériel de varap, de sacs de vivres et d'outres d'eau, ils entamèrent l'ascension. Wolf portait la trompe enfermée dans un étui de peau fixé à son dos. Au bout de 90 jours, ils avaient franchi sensiblement la moitié du parcours. Chaque pas avait été un combat, contre la vertigineuse verticalité du versant, contre la roche pourrie et traîtresse, contre les bêtes de proie, le serpent multipède que Wolf connaissait pour avoir déjà rencontré son cousin sur le Taillafayawet, le loup aux griffes prenantes, le singe des montagnes, le hache-bec de la taille d'une autruche et le petit mais mortel plongeard. Le 186e jour, ils atteignirent le sommet du d'Uzvil-Navava. Wolf et Chryséis n'étaient plus, ni physiquement ni mentalement, ce qu'ils étaient au début de l'ascension. Wolf avait perdu du poids, mais gagné en endurance et en vigueur. Son visage et son corps portaient les cicatrices laissées par les plongeards, les singes des montagnes et les hache-becs de rencontre. Sa haine pour le Seigneur était encore plus virulente, car, à la cote 9000, Chryséis avait perdu l'enfant qu'elle portait. Dans ces conditions, une fausse couche n'était pas inattendue. Mais Wolf ne pouvait oublier que sans le Seigneur, il n'aurait pas eu à se lancer dans une pareille expédition. Ce par quoi elle était passée, avant même d'attaquer le d'Uzvil-Navava, avait aguerri Chryséis au physique comme au moral. Pourtant, les épreuves qu'elle avait connues sur le monolithe avaient été pires que tout ce qu'elle avait eu à endurer jusque-là, et elle aurait fort bien pu craquer. Elle avait résisté, ce qui confirmait le jugement que Wolf avait jadis porté sur elle, à savoir qu'elle était faite d'une fibre particulièrement solide. Les conséquences débilitantes d'un millénaire passé dans les délices du jardin étaient annulées. La Chryséis qui avait vaincu le monolithe était très proche de la femme habituée à l'existence primitive et impitoyable de l'antique rivage égéen d'où elle avait été enlevée. Elle était seulement beaucoup plus sage. Wolf décida qu'il prendrait quelques jours de repos qu'ils consacrèrent à chasser, à réparer leurs arcs et à confectionner de nouvelles flèches. En même temps, il guettait l'arrivée d'un aigle car il n'en avait pas vu depuis sa conversation avec Fti dans les ruines de la cité au bord du fleuve Guzerit.
Mais n'ayant aperçu nul oiseau vert au bec jaune, Wolfe résolut à contre-cœur de s'enfoncer dans la jungle qui formait une ceinture de 1500 km de profondeur, enserrant le pays d'Atlantide. Celui-ci, situé au centre du monolithe, était grand comme la France et l'Allemagne réunies. Wolfe avait tenté d'apercevoir le pilier à la cime duquel se dressait le palais du Seigneur, puisque Kika lui avait dit que, bien que celui-ci fût beaucoup plus mince que les autres monolithes, il était visible depuis le rebord de la plateforme continentale. Mais il n'avait distingué qu'une masse tumultueuse et noire de nuages que déchiraient les éclairs. Une semaine plus tard, les nuées d'orage voilaient toujours l'Idakisaurus, et Wolfe s'en inquiétait. Il y avait 3 ans et demi qu'il était sur cette planète, et c'était la première fois qu'il assistait à une tempête de cette ampleur. 15 jours se passèrent. Le 16e, ils découvrirent en travers de la piste de la jungle un corps décapité. La tête enrubannée d'un Kamshem gisait à quelque distance au milieu des broussailles. « Je me demande si Abiru n'est pas lui aussi sur les talons des Gworl, » fit Wolfe. « Ils se sont peut-être emparés de ces pierres précieuses en quittant le château de von Helgers. À moins, c'est encore plus possible, qu'ils ne se figurent que les Gworl ont la trompe. » À 3 kilomètres de là, le couple tomba sur un autre Kamshem. Celui-là était éventré et ses intestins sortaient de la plaie. Wolfe tenta d'obtenir des renseignements du blessé, mais ce dernier était trop mal en point pour répondre et il mit fin à son agonie. Quand il lui donna le coup de grâce, Chryséis ne détourna même pas les yeux. Cela fait, Wolfe rangea son poignard dans sa ceinture et prit le cimetière du mort. Il avait le sentiment que cette arme lui rendrait bientôt service. Ils marchèrent encore pendant une demi-heure. Soudain, des clameurs s'élevèrent devant eux. Wolfe et Chryséis se dissimulèrent au milieu de la végétation luxuriante qui bordait la piste. Abiru et 2 Kamshem ne tardèrent pas à apparaître, fuyant à toutes jambes devant 3 négroïdes trapus au visage peint et à la barbe teinte en rouge. L'un d'eux lança son javelot qui s'enfonça dans le dos d'un Kamshem. L'homme bascula sans proférer un son et, emporté par l'élan, glissa sur la terre molle. Les 2 poursuivants firent volte-face afin d'affronter l'ennemi. Wolfe ne pouvait s'empêcher d'admirer l'adresse et le courage d'Abiru au combat. Quand son compagnon tomba à son tour, une lance fichée dans la poitrine, il continua de faire des moulinets avec son cimeterre. Bientôt, 2 sauvages furent tués. Le 3e tourna les talons. Lorsque le négroïde eut disparu, Wolfe s'avança sans bruit derrière Abiru et frappa du tranchant de la main. Le bras paralysé, l'autre lâcha son cimeterre. Sa surprise et sa frayeur étaient telles qu'il était incapable de dire un mot. Quand Chryséis émergea des buissons, ses yeux s'écarquillèrent encore davantage. Wolfe l'interrogea sur la situation. Alors, au prix d'un grand effort, Abiru retrouva l'usage de la parole. Ainsi que Wolfe l'avait deviné, il s'était lancé à la poursuite des Gworl avec ses hommes et quelques Sholkin. Il avait fini par les rattraper à quelques kilomètres de là. Plus exactement, il était tombé dans une embuscade qui s'était soldée par la mort ou la mise hors combat d'un bon tiers de son escorte, alors que les Gworl, cachés en haut des arbres ou dans les broussailles, d'où leurs poignards pleuvaient drus, n'avaient subi aucune perte. Les Kamshem avaient battu en retraite dans l'espoir de trouver plus loin un terrain plus favorable. C'est alors que, poursuivants et poursuivis, étaient tombés sur une bande de sauvages à la peau noire. « Et vous allez bientôt en avoir d'autres sur le dos », commenta Wolfe. « Que sont devenus Kika et Funem Laxfalk ?»« J'ignore le sort de Kika. Il n'était pas avec les Gworl. Mais le Yetchi se trouvait en leur compagnie. » L'espace d'un moment, Wolfe songea à abattre Abiru. Mais il répugnait à l'exécuter de sang-froid, et de plus il voulait lui poser d'autres questions. Il avait la conviction que le personnage jouait un rôle et qu'il cachait quelque chose. Il se remit en marche, poussant Abiru en lui enfonçant la pointe de son cimeterre dans les reins, et lui ordonna de se taire lorsque celui-ci protesta, s'exclamant que c'était allé à une mort certaine. Quelques minutes plus tard, des cris et la rumeur d'une bataille parvinrent à leurs oreilles. Ils traversèrent un ruisseau à gué et gravirent un haut piton abrupt et rocailleux, à la végétation relativement clairsemée. Témoins de la bataille, des morts et des blessés gisaient le long de la pente, des Gworl, des Kamshem, des Sholkin et des sauvages. Près du sommet, adossés à une paroi en forme de V que surplombaient 2 énormes rochers en saillie, 3 combattants tenaient les négroïdes en respect, un Gworl, un Kamshem et Funem Laxfalk. Wolfe et Chryséis virent le Kamshem s'écrouler, percé de lances, au moment où ils allaient se précipiter, et Wolfe dit à la dryade de reculer. Pour toute réponse, elle banda son arc, et l'un des sauvages, à l'arrière-garde des assaillants, tomba à la renverse, la flèche plantée dans le dos. Wolfe eut un sourire farouche, et se mit à tirer à son tour. Tous 2 choisissaient leurs victimes parmi les derniers du groupe, dans l'espoir qu'ils parviendraient à en massacrer un bon nombre avant que les négroïdes, qui se trouvaient en première ligne, s'aperçoivent de quelque chose.
Ils en abattirent ainsi une douzaine. Mais un sauvage se retourna par hasard et vit son voisin s'effondrer. Il poussa un cri et alerta ceux qui l'entouraient. Aussitôt, un détachement de négroïdes se rua en direction de Wolf et de Chryséis en brandissant leurs armes, laissant le gros de la troupe s'expliquer avec le baron Yitchi et le Gworl. Avant d'avoir atteint le couple, 4 sauvages avaient mordu la poussière. 3 autres roulèrent encore à terre, une flèche dans le corps. L'ardeur des 6 qui restaient commença de s'émousser quand approcha le moment du corps à corps. Ils s'arrêtèrent et les saguets volèrent, mais les 2 archers les évitèrent sans difficulté car la distance était trop grande pour que les armes de jet fussent efficaces. Wolf et Chryséis, rompus à ce genre d'exercice, gardaient tout leur sang-froid. 4 sauvages eurent encore le sort de leurs prédécesseurs, et les 2 survivants se replièrent au pas de course. Ni l'un ni l'autre ne rejoignirent la horde, quoique l'un d'eux ne fût que légèrement blessé à la jambe. Maintenant, le Gworl était mort, et Funem Laxfalk demeurait seul en face de 40 adversaires. Il bénéficiait toutefois d'un relatif avantage, dans la mesure où les négroïdes ne pouvaient attaquer que 2 de front. Le rempart que formaient les rochers et la barricade de cadavres leur interdisait de submerger le baron sous leur masse. Agitant son cimeterre sanglant, ce dernier hurlait à pleine voix un chant de guerre Yitchi. S'étant mis tant bien que mal à couvert derrière 2 blocs rocheux, Wolf et Chryséis se remirent à faire pleuvoir une grêle de flèches sur l'arrière-garde des sauvages. Ils en tuèrent 5 de plus, mais à présent, leur carquois était vide. « Va récupérer quelques flèches sur les cadavres », ordonna Wolf. « Moi, je vais au secours de Laxfalk. » Il se baissa pour ramasser un javelot et se rua vers le faîte du promontoire en suivant un itinéraire détourné, espérant que les assaillants seraient trop occupés pour lui prêter attention. De l'autre côté de l'éminence, il vit 2 sauvages tapis sur le surplomb. Seule la saillie sous laquelle se trouvait le chevalier les empêchait de sauter sur lui. Mais ils attendaient qu'il s'aventure hors de son refuge. Le javelot de Wolf se ficha dans la fesse d'un des négroïdes, qui poussa un hurlement et bascula dans le vide. Son compagnon se releva, et la dague du terrien s'enfonça dans son abdomen. Il tomba à son tour. Wolf escalada un amas de rocs, ramassa une pierre de bonne taille qu'il souleva à bout de bras et laissa choir avec un cri. Les sauvages levèrent la tête à temps pour voir le projectile fondre sur eux et terminer sa course en roulant après avoir mis au moins 3 des leurs hors de combat. Alors ce fut la panique. Les survivants se débandèrent, peut-être parce qu'ils croyaient que Wolf n'était pas seul, peut-être parce que, en primitifs indisciplinés qu'ils étaient démoralisés par les lourdes pertes qu'ils avaient déjà essuyées. La vue de tant de leurs camarades tués derrière eux dut également jouer pour accroître leur effroi. Wolf faisait des vœux pour qu'ils partent sans esprit de retour. Afin que les fuyards ne se ressaisissent pas, il lança un autre rocher à toute volée, et cela fit un sauvage de moins. Chryséis, de son côté, tira 2 flèches qui firent mouche. Le baron Funem Laxfalk était étendu par terre, le teint cireux. Il avait la poitrine transpercée d'une lance, et le sang jaillissait à grands flots de la blessure. « C'est fou, fit-il d'une voix faible. L'homme venu de l'autre monde. Avez-vous assisté à la bataille ?» Wolf se baissa pour examiner la plaie. « Oui, répondit-il, je vous ai vu. Vous vous êtes battu comme un guerrier de Josué, ami. Je n'avais jamais été témoin d'un tel spectacle. Vous avez dû en abattre au moins 20. » L'ombre d'un sourire étira les lèvres du chevalier. « 25, rectifia-t-il. Je les ai comptés. » Son sourire s'élargit et il reprit. « Nous faisons tous les 2 une petite entorse à la vérité, comme dirait notre ami Kika, mais toute petite. Ce fut un beau combat. Mon seul regret est de l'avoir mené sans amis, sans armure, et dans un lieu écarté où nul ne saura jamais qu'un Funem Laxfalk a donné un surcroît d'honneur à son nom. Même si ses adversaires n'étaient qu'une bande de sauvages nus et vociférants. Le bruit s'en répandra. J'emporterai la nouvelle. » Wolf s'abstint de prononcer de vaines paroles de réconfort. Le baron lui-même savait que la mort les guettait avidement au détour du chemin. « Savez-vous ce qu'il est advenu de Kika, baron ?»« Ah, le forban! Une nuit, il s'est débarrassé de ses chaînes. Il a essayé de briser les miennes, mais sans succès. Alors, il est parti, non sans me promettre de revenir pour me délivrer, et il reviendra, mais il sera trop tard. » Wolf jeta un coup d'œil en bas. Chryséis grimpait le long de la paroi avec un paquet de flèches récupérées sur les morts. Les négroïdes s'étaient regroupés au pied du piton et ils parlaient entre eux avec animation. D'autres sauvages sortis de la jungle venaient grossir leur rang. Grâce à ce renfort de troupes fraîches, leur nombre atteignit bientôt la 40aine. Le chef, vêtu d'un pagne de plumes,
le visage dissimulé sous un masque de bois hideux, se lança dans une longue harangue. Funem Laxfalk voulut savoir ce qui se passait, et Wolf lui expliqua comment se présentait la situation. Il dut approcher son oreille de la bouche du chevalier, tant la voix de ce dernier était faible. « Mon rêve le plus cher était d'avoir un jour l'occasion de combattre à vos côtés, Baron Wolf. Ah, quelle faillante paire de paladins aurions-nous fait, vous et moi, revêtus de nos armures et brandissant nos escaldes. » Les lèvres bleuies de Funem Laxfalk se refermèrent, silencieuses, et Wolf se releva. Les sauvages, éparpillés en tirailleurs pour interdire à leurs adversaires de s'échapper, avaient entrepris de gravir le piton. Wolf, à cette vue, s'activa à élever un rempart de cadavres. Son seul espoir, et encore était-il fragile, était de parvenir à bloquer le passage de sorte que pas plus de 2 hommes ne puissent passer de front. S'il subissait de grosses pertes, peut-être les négroïdes se décourageraient-ils et abandonneraient-ils la partie. Mais il ne le croyait pas vraiment, car ces sauvages faisaient preuve d'une remarquable persévérance, en dépit du bilan terriblement lourd des pertes qu'ils avaient d'ores et déjà essuyées. D'autant qu'ils pouvaient aussi se contenter de s'éloigner et attendre que Chryséis et lui soient chassés de leur bastion par la faim et la soif. Les sauvages firent halte à mi-pente afin de laisser le temps à ceux des leurs, qui avaient contourné la colline, de prendre position. Puis l'homme au masque de bois poussa un cri, et ils se lancèrent à l'assaut. Les défenseurs attendirent que les javelots crissent sur les blocs de pierre et s'enfoncent dans les corps entassés qui barraient l'accès. Alors, ils tirèrent, Wolf 2 fois et Chryséis 3 fois. Toutes leurs flèches atteignirent leur but. Le dernier projectile de Wolf heurta le masque du chef qui tomba, et quelques secondes plus tard, il jeta l'objet au loin. Son visage était en sang. Ce fut néanmoins lui qui prit la tête de la seconde charge. De la jungle s'éleva un bizarre ululement. Les négroïdes se figèrent sur place, pivotèrent sur leurs talons et, brusquement silencieux, scrutèrent le mur végétal. L'appel modulé retentit encore. Soudain, un homme dont la chevelure avait le rougeoiement du bronze émergea de la jungle. Pour tout vêtement, il portait un pagne en peau de léopard. Il avait une lance dans une main, un long couteau dans l'autre, un lasso passé à l'épaule gauche, un arc et un carquois pendus à la droite. Derrière lui, on apercevait une troupe de singes énormes, aux bras démesurés, aux pectoraux saillants et aux longues dents en train de dégringoler du haut des arbres. À cette vue, les sauvages lâchèrent pied en hurlant et tentèrent un mouvement tournant pour s'échapper. Mais d'autres anthropoïdes surgirent de l'autre côté et les 2 colonnes se refermèrent sur eux comme les branches d'un étau. Le combat fut bref. Quelques singes tombèrent, percés de javelots, mais la plupart des négroïdes jetèrent leurs armes pour prendre leurs jambes à leur cou ou se tapirent, tremblants et paralysés d'effroi. Il n'y eut qu'une dizaine de survivants. Wolf, soulagé, éclata de rire et se tourna vers l'homme au pagne en peau de léopard. « Sous quel nom es-tu connu sur ce niveau ?» lui demanda-t-il. Kika lui sourit en retour. « Tu n'as qu'à deviner !» Son sourire s'effaça quand il vit le baron, et il poussa un juron. « Il m'a fallu trop de temps pour rassembler les singes d'abord et pour vous retrouver ensuite. C'était un bon garçon, ce Yechi. Il avait un style qui me plaisait bien. Bon Dieu! En tout cas, je lui ai promis que s'il mourrait, je ramènerais sa dépouille au château de ses ancêtres, et cette promesse-là, je la tiendrai. Mais pas immédiatement. Nous avons pour le moment une autre affaire à régler. » Kika appela quelques singes pour les présenter à Wolf, auquel il dit « Tu remarqueras qu'ils ressemblent davantage à ton ami Ipsewas qu'aux vrais anthropoïdes. Leurs jambes sont relativement longues par rapport à leurs bras. Comme Ipsewas et contrairement aux grands singes chers à l'auteur favori de mon enfance, ils ont un cerveau humain. Ils haïssent le Seigneur qui les a créés sous cette forme. Mais ils ne veulent pas seulement se venger, ils veulent aussi qu'il leur soit donné de retrouver leurs corps humains. » Ce fut seulement alors que Wolf se souvint d'Abiru. Celui-ci était hors de vue. Apparemment, il s'était éclipsé lorsque Wolf s'était porté à l'aide de Funem Laxfalk. Cette nuit-là, tout en mangeant à belles dents un cerf à la broche autour d'un feu, Wolf et Chryséis apprirent que l'Atlantide avait été ravagée par un cataclysme. Tout avait commencé avec le nouveau temple que le Rhadamante s'était mis en tête d'édifier. Cette tour était ostensiblement destinée à glorifier le Seigneur. Elle devait surpasser par la taille les plus fiers monuments de la planète. Le Rhadamante avait mobilisé toute la population de ses États pour construire ce temple, empilant étage sur étage, à croire que la tour allait finir par atteindre le firmament. Les constructeurs se demandaient si leur œuvre arriverait un jour à son terme. C'étaient tous des esclaves, et ils n'avaient qu'un seul objectif, construire.
Mais il n'osait pas parler librement, car les soldats du Rhadamante abattaient aussi bien les protestataires que les paresseux. En définitive, il apparut à l'évidence que le but du Rhadamante n'était pas d'élever un simple temple. Son esprit dément avait conçu le projet d'envahir les cieux mêmes, de prendre le palais du seigneur d'assaut. « Grâce à une tour haute de 9000 mètres » s'exclama Wolf. « Oui, répondit Kika. C'était naturellement irréalisable avec les moyens techniques dont dispose l'Atlantide. Mais le Rhadamante était fou, il était convaincu qu'il y arriverait. Peut-être s'était-il senti encouragé par le fait que le seigneur ne s'était pas manifesté depuis bien des années, et pensait-il que les bruits relatifs à son départ correspondaient à la vérité. Certes, les corbeaux ont dû lui tenir des propos différents, mais il a pu penser qu'il mentait pour se protéger. Le cataclysme qui avait ravagé l'Atlantide prouvait amplement que le seigneur avait décidé de punir le Rhadamante de son orgueil. Il avait réussi au bout du compte à percer le secret de certains des dispositifs dont le palais était équipé. Le seigneur précédent, précisa Kika, avait certainement pris ses précautions pour empêcher un usurpateur de faire usage de ses pouvoirs. Mais son successeur a en tout cas localisé les mécanismes de contrôle atmosphérique. Témoins, les ouragans, les tornades et les pluies diluviennes qui s'abattaient sur l'Atlantide. Le seigneur avait sans nul doute l'intention de faire disparaître toute vie de ce niveau. Le petit groupe rencontra la première vague de réfugiés avant même d'être sorti de la forêt. On ne parlait que de demeures et de vastes édifices détruits, d'hommes emportés par les cyclones et réduits en bouillie lorsqu'ils s'écrasaient au sol, d'inondations et de torrents furieux arrachant les arbres, détruisant tout sur leur passage, faisant s'ébouler jusqu'aux collines. On ne pouvait avancer qu'en s'arc-boutant tant les rafales étaient violentes. Les nuages enveloppaient les voyageurs, et des éclairs aveuglants crépitaient de toutes parts. Cependant, il y avait des périodes d'accalmie relative. Arvor était en effet obligé de reconstituer ses réserves d'énergie de temps en temps, et cela permettait à Kika et à ses amis de gagner du terrain, encore que leur progression fût lente. Ils franchirent des rivières en crue, charriant les épaves de toute une civilisation, maisons, troncs d'arbres, mobilier, véhicules, cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants, de chiens, de chevaux, d'oiseaux et d'animaux sauvages. Les décharges électriques rasaient les forêts, chaque vallon, chaque dépression débordait, et une odeur pestilentielle emplissait l'air. Quand ils furent sensiblement à mi-parcours, les nuages commencèrent de s'effilocher. Enfin, le soleil brilla, mais un silence de mort régnait, brisé de loin en loin par le rugissement d'une cataracte, par le cri d'un oiseau qui avait réussi, Dieu sait comment, à survivre. Parfois, il frissonnait en entendant la clameur d'un humain frappé de démence, mais c'étaient des cas rares. Le dernier nuage se dissipa, et l'Ida Kizoruz, le blanc monolithe, scintilla dans toute sa gloire à 500 kilomètres de là, dominant la plaine. Il fallut 20 jours de marche pour atteindre les faubourgs de la cité d'Atlantis, distante de 150 kilomètres, à travers un pays inondé et jonché de débris. « Le Seigneur peut-il nous voir » s'enquit Wolf. « Avec un télescope ou quelque chose du même genre, sans doute, » répondit Kika. « Tu as eu raison de poser cette question. Il sera préférable de voyager désormais de nuit. N'empêche que nous sommes peut-être déjà repérés, » ajouta-t-il en désignant un corbeau dans le ciel. Se faufilant entre les ruines de la capitale, ils parvinrent aux eaux impériales. Quelques solides cages de fer étaient intactes et l'une d'elles abritait un aigle. Sur son plancher recouvert d'une nappe de boue étaient éparpillés des os, des plumes et des becs. Les aigles captifs s'étaient entredévorés pour assouvir leur faim. Le dernier survivant, étique et affaibli, avait l'air bien piteux, planté en haut de son perchoir. Wolf ouvrit la cage et en compagnie de Kika engagea la conversation. Tout d'abord, l'aigle, il s'appelait Harmonide, voulut les attaquer en dépit de son état d'épuisement. Wolf lui jeta quelques morceaux de viande et les deux hommes poursuivirent leur récit. Harmonide les traita de menteurs et s'écria qu'ils avaient en tête un dessein humain et par conséquent pernicieux. Il ne commença à croire Wolf que lorsque celui-ci eut insisté sur le fait que rien ne les obligeait, son ami et lui, à le délivrer. Quand Wolf lui expliqua qu'il avait imaginé un plan pour tirer vengeance du Seigneur, une flamme s'alluma dans les yeux jusque-là ternis de l'aigle. L'idée de livrer l'assaut au Seigneur, peut-être avec succès, fit plus que les quartiers de viande pour revivifier Harmonide. 3 jours durant, tout en mangeant et en recouvrant ses forces, il apprit par cœur un message à transmettre à Podarge. « Tu verras mourir le Seigneur, » lui promit Wolf. « Tu connaîtras à nouveau le corps aimable des jeunes vierges, mais seulement si Podarge fait ce que je lui demande de faire. » Harmonide se laissa choir du haut d'une colline, déploya ses ailes et prit son essor. Bientôt le vert de son plumage se fondit dans le vert du ciel, sa tête ne fut plus qu'un point rouge qui, à son tour, s'effaça.
Wolf et ses compagnons ne quittèrent l'enchevêtrement des arbres déracinés que lorsque la nuit fut tombée. À la suite d'une subtile évolution des rapports personnels, Wolf était devenu le chef en titre. Naguère, c'était Kika qui, avec le consentement général, tenait en main les rênes de l'autorité. Mais à présent, Wolf prenait les décisions. Pourtant, le requin n'avait rien perdu de son bagout et de sa vigueur. La passation des pouvoirs n'était d'ailleurs pas intervenue du fait d'une manœuvre délibérée de la part de Wolf. On eût dit que Kika avait attendu de l'avoir complètement formé pour lui transmettre le flambeau. Il se contraignait à se déplacer que de nuit, et ils ne virent que très peu de corbeaux. Leur présence n'était apparemment pas nécessaire dans cette région soumise à la surveillance directe du Seigneur. Et qui aurait eu la témérité d'y pénétrer après le cataclysme qu'avait provoqué sa colère? Ils finirent par atteindre les gigantesques ruines de la tour du Radamante, parmi lesquelles ils trouvèrent refuge. Il y avait là suffisamment de métal pour exécuter le plan que Wolf avait conçu. Leur seul problème était d'une part de trouver assez de ravitaillement, d'autre part de dissimuler le flamboiement des forges. La découverte d'un magasin où étaient entreposés du grain et de la viande séchée résolut le premier. Une grande partie des réserves alimentaires avait été détruite par le feu d'abord, par l'eau ensuite, mais il leur restait de quoi se nourrir pendant plusieurs semaines. Pour régler le second problème, on creusa des boyaux souterrains. L'opération prit 5 jours, mais Wolf ne s'inquiétait pas de ce délai, car il faudrait du temps à Harmonide pour atteindre Podarge, si même il parvenait à destination. Bien des incidents pouvaient survenir pendant le voyage, en particulier une attaque éventuelle des corbeaux. « Et si Harmonide échouait ?» demanda Chryséis. « Eh bien, il faudra imaginer quelque chose d'autre, » lui répondit Wolf. Il caressa la trompe dont il pressa les boutons. « Kika connaît la porte par laquelle il est passé lorsqu'il a quitté le palais. Nous pourrions la franchir dans l'autre sens, mais ce serait de la folie. Le seigneur qui règne actuellement doit le faire puissamment garder. » 3 semaines s'écoulèrent. Il restait si peu de vivres qu'il fallut envoyer des chasseurs au ravitaillement, ce qui n'était pas sans danger car, dans l'obscurité, on ne pouvait pas savoir s'il n'y avait pas de corbeaux dans les environs. De plus, il n'était nullement impensable que le seigneur disposât d'instruments lui permettant de voir aussi bien de nuit que de jour. À la fin de la 4e semaine, Wolf renonça à son espoir. Ou Harmonide n'avait pas rejoint Podarge, ou celle-ci avait refusé de l'écouter. Cette nuit même, comme il contemplait la lune, assis sous une énorme plaque d'acier incurvée, il entendit un froissement d'ailes. Soudain, il distingua une forme blanche et noire, et Podarge fut devant lui. Des becs jaunes et des yeux rouges scintillaient au clair de lune. Wolf conduisit les arrivants dans une salle souterraine où les forges rougeoyaient. Podarge avait toujours la même beauté tragique, mais maintenant qu'elle pensait avoir une chance de se venger du Seigneur, elle avait l'air heureuse. Wolf lui exposa son plan, tandis que les aigles de la harpie, qui avaient apporté leur ravitaillement, le partageaient avec les autres. Comme ils discutaient des détails du projet de Wolf, un singe qui montait la garde apparut, escortant un homme qu'il avait surpris tapi dans les décombres. C'était Abirou le Kamchem. « C'est bien regrettable pour vous et fort désagréable pour moi, » lui dit Wolf. « Pas question de vous laisser ici, même ligoté. Si vous vous échappiez et preniez contact avec un corbeau, le Seigneur serait prévenu. Il faut donc que vous mouriez, à moins que vous ne réussissiez à me convaincre qu'il existe une autre solution. » Abirou regarda autour de lui et vit seulement la mort. « Soit, » murmura-t-il. « Mais je ne parlerai pas devant des tiers si je puis m'en dispenser. Croyez-moi, il faut que nous ayons un tête-à-tête. Il y va de votre vie comme de la mienne. » « Vous pouvez parler devant tout le monde, je vous écoute. » Kika chuchota dans le creux de l'oreille de Wolf. « Il vaut mieux faire comme il dit. » Ces mots stupéfièrent Wolf qui, du coup, se rappela ses doutes quant à l'identité véritable du rouquin. Cette requête, sur laquelle les 2 hommes se trouvaient d'accord, était si étrange et si inattendue que Wolf en fut désorienté. « Si personne n'y voit d'objection, j'écouterai Abirou sans témoin, » dit-il finalement. Podarge fronça les sourcils et ouvrit la bouche. Mais Kika l'interrompit avant même qu'elle eût commencé. « Le moment est venu de nous faire totalement confiance, ô sublime. Il faut nous croire. Sinon, renoncez à votre vengeance et à l'espoir de réintégrer votre forme humaine. Si vous intervenez, tout est perdu. »« Je ne sais pas ce que tout cela signifie, » répondit-elle. « Et j'ai le sentiment que l'on est en train de me trahir d'une manière ou d'une autre. Mais je me rends à tes raisons, Kika, parce que je te connais et que je sais que tu es l'ennemi juré du Seigneur. Je te conseille seulement de ne pas trop abuser de ma patience. » Le rouquin souffla à nouveau quelque chose à Wolf, quelque chose d'encore plus étrange que la première fois. « Maintenant, je reconnais Abirou.
Si je ne l'ai pas identifié plus tôt, c'est que sa barbe et sa peau artificiellement noircies, plus le fait qu'il y avait 20 ans que je n'avais pas entendu sa voix, m'ont abusé. Le cœur de Wolf se mit à battre plus vite tandis qu'une indéfinissable appréhension l'envahissait. Soudain, saisissant son cimeterre, il conduisit Abiru, les mains attachées derrière le dos, dans une petite salle écartée, et écouta ce que le Kamshem avait à lui dire. C'était Le Faiseur d'univers de Philippe José Farmer, chapitre 15. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.